Alors, difficile de parler aujourd'hui de e-santé sans évoquer les données de santé et par conséquent les modèles prédictifs qui en découlent. Actuellement, ces modèles commencent à être mis à profit par les établissements et les professionnels de santé commencent aussi à utiliser les données. La crise Covid-19 ayant été une fois de plus un accélérateur sur ces sujets. Mais pour quel objectif et dans quel cas les traitements sont-ils pertinents ? Les intervenants de la prochaine table ronde vont, avec des cas concrets, en donner des exemples. Donc, j'accueille pour cette table ronde le docteur Sophie Bataille, référente cardiologie et BPCO et MRC à la direction de l'offre de soins à l'ARS Île-de-France, qui sera en binôme pour la présentation avec le docteur Frédéric Lapostole, médecin urgentiste à l'hôpital d'Avicenne, établissement de la PHP. Et pour le second binôme, j'accueille Jen-Laure Mazuet, responsable du département de soins non programmés à l'ARS Île-de-France, et le docteur Olivier Richard, qui est chef de service des urgences du CH de Versailles. Et avant de commencer, on a un petit film. L'application Mes Urgences est une application qui a été créée par le Cézanne, mais à la demande de l'ARS. C'est une application qui consiste à connaître le nombre de patients présents dans les urgences à un moment donné. La spécificité de Mes Urgences, c'est que c'est une application en temps réel. Chaque service d'urgence transmet en temps réel, je crois au pire tous les quarts d'heure, le nombre de patients présents dans les différentes zones des urgences. Nous avons développé avec le Cézanne, et c'est un travail commun, on a développé ce qu'on a appelé les météos. La météo des urgences qui est maintenant en phase de production et qui chaque jour donne un état des lieux des urgences la veille et à la fois le nombre de patients qui sont venus, les diverses pathologies qui sont venues. On fait un suivi de pathologie, alors là sur une durée beaucoup plus longue, sur quelques semaines, des pathologies comme le Covid, mais comme la bronchiolite. On peut faire aussi le nombre de passages dans la région, le nombre d'hospitalisations dans la région, les croissances ou pas, et puis les destinations des patients, est-ce qu'ils ont été hospitalisés, non hospitalisés. Alors, la crise sanitaire du Covid-19 a permis d'accélérer certaines pratiques. On l'a vu précédemment avec le cas de la téléconsultation. La crise a aussi été l'occasion de travailler sur la donnée de santé. Frédéric Lapostole, vous avez travaillé justement sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Bonjour, avec plaisir. Ce que la crise Covid a mis en évidence, c'est qu'on avait un impérieux besoin d'être capable de faire des prévisions. Et on n'a pas toujours été capable de faire des prévisions, en particulier en ce qui concerne les activités non programmées et tout spécifiquement dans les services d'urgence. Et on s'est rendu compte que des indicateurs extrêmement simples, comme le nombre de patients qui sollicitent le SAMU, le nombre de passages aux urgences, étaient des indicateurs qui étaient quotidiennement recueillis, qui étaient à la fois sensibles et spécifiques, et qui donc étaient des bons outils de prévision de ce qui allait nous tomber dessus. Alors j'en suis ravi à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'on avait clairement besoin d'avoir ces outils de prévision. La deuxième chose, c'est que ça donne une vraie valeur aux informations acquises dans les structures d'urgence. Et puis, j'en suis ravi parce qu'on avait, dès 2003, après la canicule, nous montré que le nombre d'appels au SAMU permettait de prédire l'imminence de la crise sanitaire avec presque une semaine d'avance. Donc, c'est un indicateur qui est sensible et qui peut être généralisé. Le problème, c'est que c'est comme pour la météo. Pour que nos prévisions soient fiables, il faut qu'il y ait beaucoup de données dans la base et il faut donner à manger à la bête. Et pour l'instant, il y a des écueils à cet égard, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de bien nourrir la bête. Pour des raisons qui sont des raisons organisationnelles, il y a 8 SAMU en Île-de-France, tous n'utilisent pas le même logiciel. Et les interfaces ne sont pas communes.
Donc on a du mal encore à nourrir la bête, et ça c'est un écueil qu'il va falloir régler, parce qu'on n'a pas réussi à le faire pour affiner nos prévisions pendant la crise Covid. Le deuxième écueil, c'est qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mettre en place la concaténation de nos données. Et reconstruire le parcours de soins depuis le domicile, l'appel au SAMU jusqu'au retour à domicile, on n'arrive pas à le faire, pour des raisons qui sont sensiblement les mêmes. On n'a pas les mêmes outils, on ne partage pas le même type d'informations, on ne recueille pas le même type d'informations, voire d'un département à l'autre, on n'a pas strictement la même organisation. Et puis le troisième écueil, c'est intéressant d'un point de vue scientifique, et là j'ai ma casquette de scientifique, je suis très intéressé par ça, ça donne des belles publications. Le problème, c'est qu'au quotidien, l'applicabilité de ces prévisions, c'est problématique, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un grand chercheur, un grand scientifique, un grand méthodologiste pour savoir qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans les hôpitaux, qu'il y a une crise sanitaire avec des bronchiolites, et pour autant, on n'a pas la capacité d'y répondre. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'intérêt, il est scientifique, il est majeur. Ça nous permet de prévoir ce qui va nous tomber dessus, mais malheureusement, il manque encore l'étape qui va nous permettre de voir la façon dont ça va demain modifier au quotidien l'activité de nos services, et ça, c'est pas si simple. Et ce n'est pas le Covid, ce n'est pas le seul sujet sur lequel vous avez travaillé. Vous avez aussi abordé celui de l'arrêt cardiaque et plus précisément de l'infarctus chez les femmes. Vous avez pu en tirer quelques conclusions. Quelles sont-elles ? Alors on est dans un autre registre, c'est le cas de le dire, puisque les données sont colligées par les 8 SAMU, les 40 SMUR d'Île-de-France depuis à peu près 20 ans maintenant. Et pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas urgentistes, c'est pas très grave, hein, l'infarctus, c'est une course contre la montre. Ça se joue à la minute, et on va passer d'un patient, on va ouvrir l'artère qui est occluse et récupérer complètement le tissu myocardique, ou pas du tout, et le patient va avoir des séquelles. Globalement, il faut que ces patients soient pris en charge dans les 3 premières heures, ce qui nous renvoie à l'éducation des patients dans ce registre-là comme dans bien d'autres. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des populations qui étaient fragiles. La meilleure filière pour ces patients, c'est l'appel précoce au SAMU. C'est établi en France depuis une vingtaine d'années. Les recommandations partagées entre les cardiologues, les urgentistes et les autorités de santé sont de dire qu'un patient avec une douleur thoracique doit passer par les fourches codines du SAMU. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça augmente la probabilité qu'on mette en œuvre les thérapeutiques qui vont ouvrir l'artère coronaire. La deuxième raison, c'est que quand c'est fait dans des délais qui sont plus courts, parce que la filière est structurée. Alors cette filière, elle peut se décliner pour l'accident vasculaire cérébral, parce que ça relève d'une organisation qui est assez similaire. Et on s'est rendu compte, en travaillant sur ce registre francilien depuis une vingtaine d'années, qu'il y avait des patients qui passaient à travers les mailles du filet, et plus précisément des patientes, que les femmes donnaient l'alerte plus tard. Elles appelaient le SAMU plus tard. Et plus les femmes sont âgées, plus elles appellent tard. Plus c'est la nuit, plus elles appellent tard. Mais dans des proportions qui sont monstrueuses. C'est-à-dire que l'homme qui a sa douleur thoracique l'après-midi, il est pris en charge dans les 2 premières heures, au moment où les traitements vont avoir un maximum d'efficacité. La femme, la nuit, c'est 5-6 heures, au moment où nos traitements vont plus avoir beaucoup d'efficacité. Donc, identifier ces populations à risque, c'est aussi pouvoir travailler sur l'éducation et puis comprendre. Et en fait, on ne comprend pas bien l'infarctus de la femme. On ne comprend pas bien l'infarctus de la femme parce que les données de l'infarctus sont des données qui sont acquises essentiellement avec des hommes. Dans les séries, dans les cohortes d'infarctus du myocarde, il y a 75 à 80% d'hommes. Et on a appliqué aux femmes des données acquises dans une population qui est une population essentiellement féminine. On ne pourra s'en sortir, et on est en train de s'en sortir, que quand on a suffisamment de données pour avoir des groupes homogènes de patientes, des femmes, et se rendre compte qu'il y a des facteurs de risque qui sont spécifiques aux femmes, que jusqu'à maintenant on a négligés, et pouvoir à partir de là, à toutes les étapes, changer la façon d'aborder les choses. 1, par l'éducation des femmes. 2, par le fait que puisqu'on connaît ces facteurs de risque, quand elles rentrent dans la filière de soins, on va pouvoir mieux les identifier, mieux les diagnostiquer, et derrière aller mettre en œuvre de façon plus rapide et plus efficiente les stratégies thérapeutiques. Alors un dernier exemple, dans ce même registre, qui aujourd'hui nous permet de répondre à des questions parce qu'il y a 40 000 patients, parce que ça fait 20 ans, on a montré que les patients très très âgés avec un infarctus du myocarde, auxquels il y a 20-25 ans on ne proposait rien, aujourd'hui en leur proposant une stratégie thérapeutique agressive, similaire à ce qu'on fait aux patients plus jeunes, ça permettait de réduire la mortalité. Et ça, on peut le faire que quand on a des bases de données avec beaucoup de patients,
parce qu'on a suffisamment de patients dans chacun des sous-groupes pour pouvoir les analyser et regarder l'évolution au cours du temps. Sophie Bataille, au niveau de l'ARS Île-de-France, comment vous traitez ces questions et ces registres de cardiologie? Qu'est-ce que vous faites de ces données? Eh bien, déjà, pour commencer, ces registres sont exploités à peu près à 3-4 niveaux. Donc Frédéric vient de donner 2 exemples très importants. Il y a une autre exploitation de ces registres qui est le retour d'informations. Ce sont des registres multicentriques. Donc on renvoie l'information de l'activité, la description de l'activité du centre comparée à celle de la région ou à celle des centres comparables, ce qui permet à l'établissement de voir s'il est dans la moyenne ou pas et de mettre en place des mesures de correction, raccourcir des délais, aller plus vite, s'organiser autrement pour améliorer la prise en charge des patients. Ensuite, ces registres permettent de fabriquer, avec les professionnels de santé, des indicateurs qui sont calculés tous les ans et qu'on va suivre. Donc on va décréter que cet indicateur est bon quand il est en tel pourcentage, quand il a tel résultat, qu'il est mauvais en dessous, qu'il est meilleur au-dessus. On va surveiller cet indicateur. Si l'indicateur est bon, on continue à surveiller. S'il est mauvais, on va pouvoir mettre en place des actions aussi de correction au niveau de l'ARS. On ne l'a pas encore fait, mais on va le faire. Je vais prendre juste un exemple, ce dont parlait Frédéric. On parle de l'infarctus du myocarde. Le patient, il y a 25% des patients qui sont inclus dans ce registre, qui sont pris en charge en secondaire. Je pense que vous savez tous ce que ça veut dire, mais ça veut quand même dire que le patient est tout seul dans un établissement qui n'a pas de salle de coronarographie, que l'urgentiste fait un diagnostic d'infarctus et que là, il doit faire appel au SAMU et au SMUR pour un transport secondaire vers un deuxième établissement de santé. Dans ce cas-là, la durée moyenne d'intervention et de reperfusion prend 6 heures de délai, ce qui est tout à fait préjudiciable pour ce patient. On constate que 25% des infarctus dans notre base de données sont pris en charge en secondaire et on constate que ce taux augmente, 26-27%, et on va faire une campagne, donc au niveau de l'ARS, une campagne d'information au niveau des patients en leur disant « vous avez la douleur typique, on la décrit, vous ouvrez la porte de votre maison, vous vous allongez dans votre canapé et vous téléphonez au 15 pour une prise en charge immédiatement par le 15 sans prendre des décisions qui pourraient ne pas être pertinentes ». Et enfin, ces bases de données, comme disait Frédéric, qui sont extrêmement importantes et très précises, permettent actuellement, avec un nombre limité d'items, on a une 50aine d'items, mais extrêmement précises, je veux dire par là que c'est la seule base de données nationale aussi précise que ça sur le parcours court de la prise en charge d'infarctus. On va de l'horaire du début de la douleur thoracique jusqu'à la sortie de la première hospitalisation. Donc on peut analyser et modéliser le parcours sur un parcours court de 2 jours du patient, juste autour, enfin depuis le début d'un événement aigu jusqu'à la sortie de la première hospitalisation, et c'est déjà beaucoup. Partant de ces expériences sur les données, je vous pose la question à tous les deux. Quel est l'objectif recherché justement en passant par un traitement de ces données et notamment son impact pour le parcours des patients ? J'ai en partie répondu à la question suivante, puisqu'effectivement, on travaille sur ces données dans tous les sens. On les publie, on participe à des congrès. Frédéric est chef de file de toute cette activité-là. Et on arrive à identifier quel est le parcours optimal pour chaque patient, avec une typologie de patients. Très bien. Et c'est aussi difficile d'aborder le traitement des données sans parler aujourd'hui du Health Data Hub. Est-ce que vous travaillez Oui, alors c'est un sujet qu'on connaît bien, c'est un sujet qui nous passionne, c'est un sujet qui est extrêmement moderne. On appelle encore Health Data Hub, bientôt ça sera... Plateforme des données de santé. Voilà, bientôt ça sera un nom en français, mais on ne sait pas encore quand. C'est quoi en gros le Health Data Hub? C'est assez récent, ça date de 2019 en France. C'est une plateforme unique nationale de dépôt de l'ensemble des bases de données, quelle que soit leur forme.
Ça permet de faire un appariement de ces bases de données à chaque fois que c'est possible pour faire des enrichissements mutuels. Et nous, c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Et ces bases de données sont inscrites dans un catalogue et permettent d'être utilisées par l'ensemble des scientifiques français. Ça veut dire que nous, on pourra utiliser en Île-de-France les données qui concernent l'infarctus du myocarde qui sont développées par exemple, qui sont produites par exemple en Aquitaine. Et l'Aquitaine pourra utiliser nos données et on voit qu'on va vers un outil, ce Health Data Hub va permettre de comparer des bases de données entre deux régions. Et puis l'étape d'après, c'est qu'on voit que sous réserve d'un tronc commun de données communes, on va pouvoir les regrouper pour fabriquer à un moment donné des bases de données multirégionales, voire l'idéal national. Mais multirégional, ça serait déjà très bien. Pourquoi en Île-de-France on connaît si bien ce sujet? C'est qu'en 2019, il y a un appel à projet qui a été lancé pour construire le Health Data Hub et nous, on a répondu à cet appel à projet. Nous, c'est-à-dire l'ARS et le comité scientifique du registre IMUST. Le projet qu'on a proposé s'appelle le projet infarctus du myocarde par appariement probabiliste entre les données de notre registre, qui, je vous l'ai dit la phrase d'avant, sont des données circonscrites et des données qui sont courtes dans le temps. On recueille de l'information sur 2 jours de la vie du patient. On va apparier ces données avec le SNDS, donc la base monumentale de l'assurance maladie, et on va retrouver pour chaque patient toute une série d'informations, et là on rentre dans le big data, toute une série d'informations 5 ans avant l'arrivée de l'infarctus et 5 ans après l'événement infarctus. Ça veut dire qu'on va avoir une morbimortalité jusqu'à 5 ans après l'infarctus et qu'on va avoir des facteurs de risque et des facteurs prédictifs de l'infarctus 5 ans avant l'infarctus. Donc ça, c'est quelque chose qui, on a l'autorisation CNIL, on n'attend plus que l'assurance maladie mette à notre disposition les données qui nous intéressent dans le SNDS pour faire ce premier appariement qui va concerner pour l'instant 4 années du registre, de 2014 à 2018. Mais évidemment, les perspectives, vous vous en doutez, c'est ensuite faire ce travail d'appariement en routine et ensuite aussi de le faire sur les coronarographies et les angioplasties coronaires, puisqu'on a un registre aussi là-dessus en Île-de-France. Vous comprenez immédiatement, et j'en ai fini, qu'on parlait juste des données du registre, on a une vision du parcours court de l'infarctus, du début de la douleur à la sortie de la première hospitalisation, 2 jours, 2 jours et demi. Quand on rentre dans le Health Data Hub, on a une vision longue, d'un parcours long qui va durer 10 ans par patient, et on va pouvoir travailler 5 ans avant, 5 ans après, et on va pouvoir travailler on approche pour la première fois, de manière objective, le parcours de la maladie chronique ischémique autour d'un infarctus du myocarde. Pour l'instant, les parcours de maladies chroniques, qui sont des sujets qui nous intéressent tous, sont abordés par des systèmes organisationnels. Avec ce projet-là, on va l'aborder de manière objective avec des données et nos bases de données. Au niveau régional, les outils de collecte de données sont mis en place, comme on l'a vu dans le petit film précédent, comme la météo des urgences. Je me tourne vers vous, Jeanne-Laure Mazuet. Comment fonctionnent ces outils et est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, alors comme l'a présenté le docteur Vargon, on a plusieurs outils que l'on utilise quotidiennement au sein de la région Île-de-France. Donc très rapidement, la météo des urgences, effectivement, qui a un tableau de bord régional issu de l'activité des services d'urgence. Et le but, c'est que cette météo soit diffusée quotidiennement aux acteurs des urgences, aux directions hospitalières et ainsi qu'aux tutelles. Donc, la météo des urgences, elle utilise les données passées, donc jusqu'aux données de J-1. Et Mathias Vargon a aussi présenté l'application Mes Urgences. Et là, voilà, la différence, c'est vraiment l'utilisation de ces données en temps réel. Et donc, ce qui permet aux acteurs des urgences, que ce soit en service d'urgence ou à la régulation du SAMU, de pouvoir avoir une vision en temps réel du niveau d'affluence au sein des services d'urgence.
Nous avons également d'autres outils, notamment un donc, qui est aussi développé bien sûr par le Cézanne, qui est le module tension hospitalière, et qui est un outil qui là aussi utilise les données d'activité des services d'urgence sur la base des résumés de passage des urgences, et donc qui constitue un indicateur, un radar composé de 6 indicateurs issus des RPU, donc le nombre de passages aux urgences, le nombre de patients présents chaque jour à 15 heures. Pour les services d'urgence polyvalente, le nombre de passages pour les patients de plus de 75 ans. Pour les services pédiatriques, le nombre de passages pour les patients de moins de 1 an. Et également le taux d'hospitalisation à partir des services d'urgence. Et à partir de ces 6 indicateurs qui ont chacun des seuils en fait, de tension dynamique qui sont calculés en fonction de l'historique pour chaque service, cela donne un radar voilà, de tension. Et c'est important parce que ce radar de tension, il est visible des directions hospitalières, donc dans leur dialogue avec les chefs de service pour pouvoir éventuellement adapter des capacités hospitalières ou des mesures de gestion, mais également aux tutelles, donc au niveau départemental, pour animer en fait l'organisation de la réponse territoriale en période de tension, période que l'on rencontre souvent maintenant malheureusement, et également au niveau de la région pour avoir rapidement accès au niveau de tension à partir des données sur la région. Ces données, elles viennent compléter en fait les retours bien sûr que l'on a quotidiennement des directions, des établissements et des acteurs départementaux tels que les SAMU. Et donc voilà, ça vient compléter les remontées de terrain finalement. Il y a quelques biais à ces applications, notamment que ce soit sur l'application Mes Urgences ou tension hospitalière. Souvent, en fait, on a des codes couleurs pour ces radars de tension qui vont de vert à rouge ou noir. La donnée qui est vraiment manquante aujourd'hui et qui est importante à prendre en compte, c'est la donnée en ressources humaines qui n'apparaît pas. Par exemple, un établissement de santé qui va mettre en place des méthodes de régulation du flux d'arrivée de patients aux urgences, comme malheureusement on a pu le connaître ces derniers mois, va par exemple apparaître sur plusieurs de nos outils en vert, avec voilà, une diminution du nombre de passages. Et voilà, donc si on ne se sert uniquement que de l'outil, effectivement, ça va passer sous les radars, entre guillemets. Et en fait, c'est juste que cet établissement, nous, il faut qu'on ait une connaissance plus précise de sa situation, parce qu'il peut être en tension, parce qu'il a des difficultés, notamment sur ses ressources humaines. Voilà, donc ça, c'est une limite de l'outil. Néanmoins, ce sont vraiment, nous, en tout cas, à l'ARS Île-de-France, des données que l'on utilise quotidiennement. On espère qu'elles servent au quotidien aux acteurs de santé. En tout cas, voilà, nous, on les prend vraiment en compte dans notre organisation de la réponse de l'organisation du système de santé, en période de tension comme au quotidien. Voilà. L'idée, c'est vraiment que les données soient remises en lumière et en perspective avec ce qui se passe sur le terrain. C'est déjà d'être un miroir le plus exhaustif possible de la situation qu'on rencontre sur le terrain. Là, un exemple assez récent, c'est donc la cyberattaque qu'a subi le CHSF et qui a eu un impact sur sa capacité de prise en charge, notamment aux urgences, avec un besoin de répartition en fait, du flux de patients, régulé notamment par le SAMU Centre 15. Et donc là, la donnée a permis d'aller voir, et donc avec le Cézanne, on a mis en place un outil de monitorage assez rapidement en place pour voir chaque jour où allaient les patients issus du bassin d'attractivité du CHSF. Et ça a permis de pouvoir réunir, quand on en a eu besoin, les établissements de santé qu'on a dû identifier en recours pour venir prendre en charge les patients régulés par le SAMU 91 notamment. Donc vraiment une application très pratico-pratique de ces données. Voilà. Et comment on peut inciter les établissements à faire remonter ces données ?
Alors le travail, il est quand même en Île-de-France, en tout cas, bien en marche, puisque quand on parle des RPU, donc c'est des données qui remontent de manière automatisée. Alors il y a toujours du travail sur les connecteurs, voilà, mais ce qu'on travaille davantage aujourd'hui, grâce au Cézanne et à l'Observatoire régional des soins non programmés, c'est sur la qualité de la transmission de ces résumés de passage aux urgences. Très bien. Docteur Olivier Richard, je me tourne vers vous. Je rectifie, vous êtes bien chef de service du SAMU 78 et chef du pôle urgence soins critiques au CH de Versailles. Merci beaucoup, ça va m'éviter des conflits en rentrant dans mon hôpital dans quelques minutes. Comment vous utilisez ces outils et ces données dans votre quotidien et quel est leur impact ? Ces outils sont fondamentaux. Je vais vous donner quelques chiffres parce que depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on a changé de dimension. Dans mon service, SAMU des Yvelines, année 2000, c'était 120 000 dossiers de régulation. L'année dernière, on a terminé à 262 000 dossiers de régulation. On comparait l'année 2021 à l'année 2019 parce que 2020, c'était une année hors norme, c'était l'année du Covid. Cette année, on est sur une base globale de 12% d'augmentation par rapport à 2021. Donc, on va totalement écraser l'année 2020. Deuxième série de chiffres, les personnes âgées. Filière ô combien importante, c'est ce qui met en tension nos hôpitaux, personnes âgées et domicile. Année 2000, 16 000 patients de plus de 75 ans régulés au SAMU des Yvelines. 2022, sur la projection de la fin de l'année, 49 000. Et parmi ces 49 000, on sait que 55% des patients seront pour l'instant orientés vers les services d'urgence. Donc cela nous oblige. Donc toutes ces données sont absolument fondamentales pour que l'on puisse s'organiser, travailler sur les parcours des patients. Et il n'y a pas d'organisation, de modélisation de parcours sans mesure. Jeanne-Laure Mazuel disait, c'est une notion aussi dynamique, c'est-à-dire qu'il faut des indicateurs et il faut suivre ces indicateurs. Ça a un intérêt fondamental sur le terrain. Si je prends l'exemple tout à fait concret, actuel de l'épidémie de bronchiolite, en macro d'abord, parce qu'on suit l'épidémie sur un plan régional. Peut-être que là, depuis quelques jours, on ébauche une baisse de cette épidémie de bronchiolite, mais l'analyse des données est toujours multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait les vacances scolaires. Et donc, on ne sait pas si la baisse est liée aux vacances scolaires ou si c'est une baisse beaucoup plus radicale de l'épidémie de bronchiolite. Donc, on va se donner quelques jours. Mais donc, cette notion macro nous a permis de nous organiser sur un plan régional. Et comme disait Frédéric Lapostole, encore faut-il avoir les moyens de s'organiser. Quand on n'a pas assez de lits d'hospitalisation, on a quand même fait aujourd'hui, on doit être à 40 transferts hors Île-de-France, mais ça nous permet d'anticiper et de se coordonner pour éviter ces situations extrêmes. Au niveau moins macro, sur un département, on a été confronté dans tel ou tel département à des réorganisations de services d'urgence qui pouvaient accueillir des enfants traumatisés bénins, mais pas des petits patients médicaux. Ces données actualisées quotidiennement nous permettent d'essayer de répartir les flux, d'anticiper et de se coordonner. Autre mot fondamental, c'est la coordination entre les différents acteurs. Pas seulement les acteurs hospitaliers, c'est aussi une spécificité de la période actuelle. Il faut se coordonner avec avec la totalité des acteurs du soin, la ville, l'hôpital. C'est absolument fondamental qu'on ait ce lien et cette construction. Toutes ces données sont essentielles à notre raisonnement et à notre travail. Comment on incite, comment on matérialise l'intérêt des données et du traitement des données auprès des professionnels ? Comment on arrive à embarquer aussi bien les professionnels de santé, de l'hôpital, de la ville ? C'est très important pour répondre à la période actuelle de comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, on a besoin
d'illustrer et de suivre les données, de les analyser. Je l'ai dit, l'analyse, elle est complexe à chaque fois, elle n'est pas unidimensionnelle, elle est multidimensionnelle. Si on veut travailler collectivement, on a besoin d'avoir ces données et d'être en capacité de les comprendre et de les analyser les uns et les autres. Si je prends le sujet des personnes âgées et domiciles, on sait actuellement que des orientations vers l'hôpital se font par facilité ou par défaut. L'amont de l'hôpital est absolument essentiel si on veut essayer de juguler quelque chose qui est écrit. Puisque je rappelle que l'un des premiers facteurs de fréquentation des urgences, c'est le facteur démographique. Donc on sait, à notre chiffre, que quand on va passer de 6,4 millions de Françaises et de Français de plus de 75 ans en 2020 à 8,6 en 2030, il va y avoir un sujet de prise en charge de ces patients qui sont plus morbides. Et donc cette capacité d'analyse nous permet de fédérer. On ne contraint pas, on ne peut réussir qu'en comprenant et en se rassemblant autour du patient, avec les patients, autour du patient, autour de son parcours. C'est absolument fondamental. Donc ces données nous aident à comprendre et à construire. Ces données sont aussi essentielles sur les soins non programmés et notamment pour la mise en place du SAS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, je peux vous en dire un peu plus puisqu'on est un des centres qui a créé le service d'accès aux soins. Le service d'accès aux soins n'est pas tombé du ciel. Je rappelle ce qui est le plus important dans le Ségur de la santé, dans le chapitre du SAS, c'est le point générique dans lequel est la mesure qui contient le SAS. C'est fédérer les acteurs de santé sur un territoire. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Et donc c'est un travail qu'on avait mené avant le SAS, avant le post-Covid. On avait travaillé sur les parcours avec la médecine de ville et naturellement, donc on a construit le SAS. Le SAS, c'est une prise en charge globale des patients, une médicalisation de la décision la plus précoce possible. Ça concerne la médecine d'urgence, ça concerne les soins non programmés pour lesquels on va améliorer la réponse et apporter une réponse supplémentaire, c'est-à-dire rendre accessible aux patients les médecins de ville en journée. Ça, ce sont les soins non programmés. Et puis la partie parcours. Donc on a débuté cette démarche en 2021 et donc depuis, ça a été... je dirais, mis sur un plan opérationnel complètement début 2022, en mobilisant donc les acteurs du soin de la ville et de l'hôpital autour de ce sujet qui est de rendre accessible aux soins non programmés les patients, donc en mobilisant les médecins de ville autour de cet objectif, et chaque médecin, une centaine de médecins du département donnent quelques plages par semaine qui peuvent nous permettre d'adresser un patient en consultation. Ces plages sont visibles parce qu'il y a une plateforme nationale qui permet de recenser sur l'ensemble du territoire les rendez-vous qui sont disponibles jour par jour. Et nous avons une opportunité actuelle, c'est la construction des territoires au travers des CPTS, des communautés de territoires avec les différents acteurs de santé. Donc c'est une dynamique qui est tout à fait positive. On redonne l'accessibilité, je le redis encore une fois, aux patients aux soins non programmés, à la consultation. Actuellement, on donne 35 à 40 rendez-vous par jour en ville pour des soins non programmés. Pour l'instant, c'est limité à la médecine générale. On va essayer de s'attaquer à quelques spécialités. Et puis, dans les semaines qui viennent, j'espère qu'on attaquera aussi le parcours de soins, notamment des personnes âgées, pour collectivement essayer d'anticiper et d'éviter ce qu'on appelle pudiquement les ruptures de parcours qui conduisent les patients par facilité ou par défaut dans les services d'urgence des hôpitaux. Merci. Alors, Jeanne-Laure Mazuet, vous avez indiqué qu'il y avait des données qui étaient encore difficiles à mesurer et qui pourtant ont un impact, comme les données des ressources humaines. Est-ce que vous avez pu en identifier d'autres ? Je vous pose aussi la question à vous, Sophie Bataille et Frédéric Lapostole, éventuellement. Est-ce qu'il y a des données qui seraient utiles et qu'on a encore du mal à quantifier, à avoir ? Ces données-là sont essentiellement les données de l'ensemble de la filière.
on a travaillé, et c'est des statistiques toutes fraîches que je voulais, parce que je les ai regardées juste avant de venir, sur la prise en charge au SAMU des patients avec une douleur thoracique. Donc on revient sur le sujet dont je parlais précédemment et qui est le sujet du registre que l'on partage. Et on a demandé aux médecins quelle décision ils voulaient prendre pour le patient. Et puis derrière, on a regardé quelle décision ils prenaient réellement. Ça ne veut pas dire que systématiquement, il a downgradé sa décision. Parfois, il l'a upgradé. Mais dans 22% des cas, ce qui veut dire 1 fois sur 5, le médecin n'a pas pu prendre la décision qui était celle qu'il souhaitait prendre. Et c'est systématiquement par un défaut de moyens. Le défaut de moyens, c'est parfois une équipe du SAMU qui n'est pas disponible. C'est parfois un rendez-vous chez un médecin qui n'est pas disponible, ce qui va nous obliger dans ces cas-là à upgrader, c'est-à-dire que puisqu'il ne va pas pouvoir bénéficier d'une consultation dans les 2 heures, la solution, compte tenu du doute, va être d'envoyer une équipe du SAMU. Ou à l'inverse, le patient pour lequel l'équipe du SAMU n'est pas disponible, on va baisser le niveau de prise en charge. Et moi, j'étais honnêtement assez étonné de voir que c'était un chiffre aussi élevé. Je me doutais bien que de temps en temps, c'est national, hein, il y a 12 SAMU qui ont participé, c'est 650 patients avec une douleur thoracique, donc c'est un vrai reflet de notre pratique. Je me doutais qu'il y en avait, mais je ne pensais pas que c'était 1 fois sur 5 que la décision qu'on souhaitait prendre était modifiée. Et quand elle est modifiée, c'est parce que derrière, l'effecteur qu'on souhaiterait utiliser n'est pas disponible. Mais ça couvre l'ensemble du système de santé, c'est-à-dire que c'est de temps en temps le SMUR, de temps en temps l'ambulance, de temps en temps le véhicule des pompiers qui est pas disponible, la famille qui ne peut pas conduire le patient. 1 fois sur 5, la décision n'est pas celle qui est la meilleure pour le patient. Jeanne-Laure Mazuet, est-ce que vous avez pu identifier d'autres données ? Du coup, je vais rebondir sur ce propos qui est celui de la disponibilité, qui est effectivement une donnée qui est vraiment déterminante aussi à pouvoir obtenir. Donc là, moi, j'ai beaucoup parlé du RPU, du résumé de passage aux urgences, qui, voilà, c'est le fruit d'années de travail qui est maintenant transmis de manière automatisée. En revanche, aujourd'hui, la question de la disponibilité, alors que ce soit sur une équipe, une salle de bloc ou un lit de réanimation ou un lit d'hospitalisation plus globalement, c'est une donnée pour la connaître qui doit être déclarée par un être humain. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas encore de système automatisé de transmission de cette disponibilité de ressources. Alors moi, je parle surtout des disponibilités en lit, d'hospitalisation. C'est aussi un chantier qui est mené donc là au niveau national, donc avec le répertoire opérationnel des ressources et notamment son module de disponibilité qui permet aux acteurs hospitaliers de renseigner leur disponibilité en lit en temps réel. Donnée qui a été vraiment majeure et indispensable, notamment dans le cadre de la crise du Covid, mais qui est aujourd'hui vraiment quelque chose d'indispensable au quotidien. Donc les chantiers du ROR national, cet outil donc qui va aujourd'hui avoir une dimension nationale, là, jusqu'à aujourd'hui c'était une dimension régionale, interrégionale, le ROR, et avec ce chantier et cet enjeu vraiment important de l'automatisation et la transmission automatisée de la donnée à partir des logiciels administratifs en fait des établissements de santé pour que les professionnels, alors soit de santé dans les services ou soit au niveau des administrations des hôpitaux, n'aient plus à opérer cette tâche qui est chronophage avec peu de valeur ajoutée au moment où on la renseigne, mais par contre qui a une grande valeur ajoutée pour l'ensemble du système de santé quand on recherche une place d'hospitalisation, et notamment depuis un service d'urgence ou en régulation SAMU. Merci beaucoup. On va passer la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions pour nos intervenants à la table ronde. Bonjour, je suis juriste en droit du numérique en santé. J'avais une question vis-à-vis du comment le compromis est fait entre l'utilisation des données à des fins d'outils de médecine prédictive, etc., face au droit du patient, au fait que les données lui appartiennent, et comment s'articule ce compromis. Merci.
Pour chaque patient qui va être inclus dans le registre, dans n'importe quel registre, il y a une information qui est délivrée à ce patient, lui demandant l'autorisation de colliger ces données qui sont non nominatives, hein, qui sont anonymisées, lui demandant l'autorisation et lui expliquant pourquoi on collige ces données. Ensuite, on l'informe sur le fait qu'il peut à tout moment retirer ces données de la base de données et on lui explique la façon de faire pour respecter le RGPD et respecter le fait qu'effectivement ces données sont ses propres données, qu'elles lui appartiennent et que s'il n'est pas d'accord, on ne les inclut pas dans le registre. Bon, c'est exceptionnel, hein, je crois que ça ne nous est jamais arrivé depuis 20 ans. On n'a jamais eu ce recours-là de la part des patients, mais si ça devait arriver, ils sont informés et on pourrait retirer des données, soit une donnée particulière, soit toutes les données le concernant, soit voilà, pour respecter le RGPD. Oui, on leur donne une feuille. Oui, on les informe oralement et avec une feuille. Alors c'est évidemment difficile hein, quand les urgentistes sont en train de prendre en charge un infarctus. C'est difficile de parler de tout ça, mais justement c'est pour ça qu'on leur remet une feuille pour les informer. Est-ce qu'il y a une autre question ? J'ai pas l'impression. Non. Bon. Donc on l'a vu, l'utilisation en temps réel des données permet d'apporter de la fluidité dans les parcours et le mode de fonctionnement des établissements. Les données sont utiles pour prédire aussi les ruptures, mais aussi pour identifier les besoins non seulement au niveau micro, par exemple de saturation des urgences, mais aussi au niveau macro, afin d'établir des campagnes de prévention. L'utilisation et le traitement des données rencontrent aussi des freins au niveau de leur implication dans le quotidien des professionnels de santé, et la mesure de certaines données, comme celle des ressources humaines, on a pu le voir, reste complexe. Merci à vous pour votre intervention.